Bonjour, je m'appelle Dominique Régnier, je suis le directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Erwan Lenoir, qui est le responsable du blog Trop Libre de la Fondation pour l'innovation politique. Et nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui Michel Guéner. Bonjour. Bonjour. Michel Guéner, qui est avocat, mais qui est aussi l'auteur de nombreux essais, 8, 9. C'est le 8e. C'est le 8e, voilà. Et c'est cet essai qui est le 8e de votre plume qui nous vaut de discuter aujourd'hui avec vous. Le retour des États, chez Grasset. Alors c'est un livre très travaillé, c'est un livre très savant, où il y a beaucoup d'histoire, beaucoup de droit, de l'économie, de stratégie, beaucoup de réflexion. C'est un livre sur le monde tel qu'il va. Et ce qui est très étonnant et qui nous a beaucoup intéressés à la Fondation, je crois aussi pour Trop Libre, c'est qu'au fond, vous dites les États sont de retour dans la globalisation qui, généralement, pour le sens commun, est l'équivalent de la fin des États. Est-ce que vous voulez bien d'abord nous donner quelques traits principaux de votre thèse, et puis Erwan et moi, nous vous dirons en quoi nous ne sommes pas d'accord, ou ce qui fait que nous sommes d'accord. Ma démonstration part d'une observation. Quand nous avons eu cette fameuse crise financière de septembre 2008, on a vu qu'un mouvement historique qui était né au lendemain de la chute du mur de Berlin, qui prenait une organisation du monde sans le rôle des États, était à genoux. Beaucoup d'institutions financières et de banques ont été en très grande difficulté, et les États, qui avaient été considérés dans cette période de 20 à 25 ans comme étant un peu la part maudite de l'organisation du monde, ont été appelés à la rescousse et ont sauvé les économies occidentales. Ça a été une manifestation conjoncturelle. Mais il y a une manifestation plus étonnante, et qui est, elle, structurelle, et qui est que, durant ces mêmes années, on a vu des régions du monde affirmer leur identité, afficher leur autorité face au monde occidental à travers l'outil étatique. Et on a vu ainsi une transition de la mondialisation où les États n'étaient pas seulement les outils qui venaient au secours d'économies financières malades, mais étaient d'authentiques cadres juridiques et politiques qui exprimaient des identités, des intérêts de régions du monde. Alors aujourd'hui, en 2014, nous sommes dans une mondialisation assez nouvelle par rapport à celle qui était projetée depuis 20-25 ans. Nous n'avons pas que des entreprises qui dominent le monde. Nous n'avons pas qu'un modèle de démocratie occidentale qui privilégie le marché au détriment de la puissance publique. Nous avons réellement plusieurs États, et des États de cultures différentes, des États occidentaux, des États orientaux, qui se disputent un leadership mondial et qui renouvellent la façon avec laquelle on pouvait, depuis 20-25 ans, concevoir l'organisation du monde. Il y a un aspect, au fond, assez paradoxal dans votre thèse, en tout cas à mes yeux. On n'a pas nécessairement de la globalisation le sentiment qu'elle doit avoir comme contenu la fin des États ou la disparition des États, mais on peut par exemple ajouter l'argument suivant, je ne sais pas comment vous réagiriez, que la globalisation est portée et faite de phénomènes qui laissent penser que les États, même les plus puissants, ne sont plus dimensionnés pour y faire face, pour les réguler, contrairement aux phénomènes les plus puissants que l'on pouvait rencontrer dans le passé, et que c'est vraiment ça la nouvelle caractéristique du temps présent, c'est-à-dire si on prend l'exemple du réchauffement climatique, des pandémies, des phénomènes migratoires de grande ampleur, des phénomènes de propagation d'opinion à travers les outils numériques, on a les questions financières, on a le sentiment que ce sont au fond des puissances
qu'aucun État constitué comme tel, au fond, hein, ne peut réguler, y compris pour son propre compte. Les États ne sont pas tout. Ils restent concurrencés, dépassés, questionnés par d'autres mouvements qui restent forts. Il y a, vous l'avez dit, les réseaux sociaux, il y a des phénomènes naturels qui sont gérés souvent par d'autres acteurs que les États. Mais ce à quoi nous assistons, c'est le retour de ces acteurs parmi d'autres acteurs, que sont les États. On avait imaginé tout de même, il y a 20-25 ans, souvenons-nous, à la chute du mur de Berlin et à la projection du modèle de la démocratie libérale, on pensait qu'on vivrait un monde avec 180, 190, 200 nations qui partageraient des mêmes règles politiques, juridiques, économiques et sociales, qu'il n'y aurait plus de frontières, qu'il y aurait une citoyenneté du monde. On pensait la Terre comme un village plat. Et l'observation que nous faisons aujourd'hui, à plusieurs, que j'ai essayé de traduire dans ce livre, c'est que ce village-monde redécouvre qu'il a des quartiers. Et ces quartiers sont animés par des États. Il y a la Russie. La Russie, c'est pas un mouvement d'hommes, c'est un État. Il y a la Chine, qui reste un État. Les États-Unis, qui s'organisent avec la force de l'État. Et, on le voit, derrière ce retour des États, il y a aussi le retour assez stupéfiant de la diplomatie classique. Je cite Hubert Védrine qui disait que sous l'âge néolibéral de la globalisation, ces 20 à 25 années, il disait « les affaires étrangères étaient devenues comme superflues ». On pensait que dans les grands colloques de l'OMC et à l'ONU, les États ou les représentants des nations, en se parlant, feraient un ordre universel. Et en réalité, le retour des États masque, cache, mais révèle à la fois un retour de la diplomatie. Et on le voit curieusement depuis plusieurs années avec des initiatives que prennent les grands États d'organiser par exemple des unions commerciales. Il y a dans le monde entier aujourd'hui, alors qu'on avait imaginé avec l'OMC, un monde sans frontières, sans bilatéralisme commercial, On l'avait imaginé. On voit aujourd'hui, au contraire, des unions commerciales, alors autour de la Chine, autour de la Russie. L'attitude de l'État russe à l'égard de l'Ukraine n'est ni plus ni moins l'explication d'une volonté d'union eurasienne autour de la Russie. Et quant aux États-Unis, ils viennent de prendre, en l'espace de 3 années, 2 grandes initiatives diplomatiques, commerciales, bilatérales, l'accord transpacifique avec les États de l'ASEAN et l'accord transatlantique avec l'Union européenne. Donc, très réellement, les États ne sont pas les seuls. Mais la mondialisation fait aujourd'hui, ou doit faire avec eux. Et dernière observation, et eux, ils ne sont pas des États vides. Il y a des peuples et des nations derrière eux. Mon intime conviction est que les nations vont vouloir que leur État, leur pouvoir, les protège beaucoup mieux qu'avant. La mondialisation reste source d'inquiétude, d'échanges non contrôlés, de risques. Et les États sont peut-être le dernier garant d'une sécurité des peuples. Je partage une partie de votre analyse qui est qu'on a eu un mouvement de balancier avec une mondialisation un peu idéalisée et que maintenant il y a un phénomène inverse dans lequel on voit, notamment en Europe, que les peuples sont réticents à la mondialisation. On s'aperçoit que, comme le disait Pierre Manant, je crois, dans un livre qui s'appelait La raison des nations, qu'on ne peut pas concevoir la démocratie aujourd'hui en dehors de la nation et donc de l'État. Sur cette analyse-là, je vous rejoins tout à fait. J'ai plus d'interrogations sur le terme et l'expression de retour des États, parce que je n'ai pas totalement l'impression que les États avaient disparu. Quand vous regardez en termes d'interventionnisme économique, par exemple, de poids de l'État dans l'économie, de réglementation, même de rôle diplomatique. Il y a même eu la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, des interventions constantes des États dans un ensemble de domaines. Donc je pense qu'en effet, les États ont modifié leur intervention, qu'aux yeux du grand public, ils retrouvent une légitimité. Mais est-ce qu'il y a vraiment un retour des États? Est-ce qu'en fait, ce n'est pas juste une question de communication? On a eu plusieurs acteurs dans le monde, un mouvement idéologique, beaucoup de presse, qui imposaient un diagnostic. Il faut moins d'États. Il faut moins d'États parce que l'État, c'est à la fois celui qui cause des guerres meurtrières et c'est à la fois celui qui est à l'origine d'une emprise bureaucratique qui bride
la loi du marché. On a eu cela. Le diagnostic que je fais n'est pas que l'État est une chose nouvelle. Simplement, il a une légitimité nouvelle dans une période historique très très récente, très, très moderne. Et c'est cette légitimité qu'il faut interroger. L'État, aujourd'hui, quand on voit des désordres, je le répète, dans l'économie, mais pas seulement, puisque Dominique parlait tout à l'heure de phénomènes naturels, tant au niveau du climat que de grandes maladies, l'État reste peut-être le seul acteur qui peut intervenir. Son intervention n'est plus une intervention, comment dirais-je, comme on le prévoyait dans un keynésianisme bon ton après les Trente Glorieuses. C'est une intervention capitale. Et on voit aujourd'hui même que les grands défis dont on parle dans l'actualité la plus quotidienne, ce qui se passe sur l'Ukraine, ce qui se passe au Moyen-Orient, le jeu devient essentiellement un jeu d'État. Et les acteurs sont essentiellement des États. Donc, ce retour des États, c'est un retour de leur légitimité et de leur rôle prégnant. Ce n'est pas une découverte de ce qu'ils sont, parce qu'encore une fois, si on analyse certains modèles d'État, tant en Occident qu'en Orient, il y a une grande ancienneté historique. L'État français existe depuis très longtemps, comme l'État chinois et comme l'État russe également. Il n'y a pas de nouveauté, il y a simplement une légitimité nouvelle qui s'impose et qui fait que, notamment, les entreprises et les partisans d'un multilatéralisme diplomatique et commercial ne sont plus les seuls à donner le ton de l'organisation du monde. Alors, comme vous le dites dans le livre, ce retour des États, ça prend la forme notamment d'un retour de la valorisation des frontières, un contrôle, l'État qui reprend le contrôle de ses frontières. Comment est-ce que vous voyez dans ce cas les libertés du marché, par exemple européen, mais aussi des problématiques comme les migrations? La mondialisation était portée notamment par l'idée que les migrations étaient favorables et qu'il y avait un aspect économiquement et même culturellement positif aux migrations. Aujourd'hui, on est plutôt, et vous avez raison en cela, mais un retour au contrôle aux frontières, mais dans lequel on voit l'échange humain plus comme sous un aspect négatif et un angle qui n'est pas très favorable. Ce qui est clair, c'est que l'État va produire de la régulation. Alors, il produira de la régulation sur les marchés. C'est pour ça que d'ailleurs l'État est réapparu avec une légitimité forte juste après septembre 2008. Mais également, notamment sur ce problème de migration, il est vrai que les États vont réguler, vont intervenir avec des règles. Et votre question m'amène à parler rapidement, mais peut-être reviendra-t-on sur ce sujet à l'occasion d'autres questions, du sujet européen. Car on a aujourd'hui un mouvement global de régénérescence des États au bénéfice des peuples, de leurs intérêts et de leur intervention sur des sujets très nouveaux qui touchent souvent les mouvements de population et la vie des citoyens. Mais on a l'exception européenne par rapport à ce retour des États. Et ça, il faut en parler. L'Europe s'est construite dans un idéal très OMC. C'est-à-dire, l'Europe, c'est le meilleur élève de la classe de la globalisation. Et l'Europe était encore, il y a 15-20 ans, une région animée que regardaient beaucoup d'autres régions du monde avec envie. Moi, je me souviens avoir eu plusieurs déplacements en Amérique latine il y a une quinzaine d'années. Et j'avais eu l'occasion, à l'occasion de mon travail, comme avocat d'affaires, de rencontrer un certain nombre de dirigeants sur place. Ils enviaient tous la construction européenne à l'époque. Ils estimaient qu'elle était l'organisation précurseur de ce que serait le monde de demain. Et c'est assez quand même étonnant de voir que quelques années plus tard, l'Europe est vieille, elle est une région mal organisée, elle est, je dis dans mon livre, la région qui n'aime pas les États. Et pour cause, puisque ces États ont fait tellement de guerres entre eux qu'ils ont évidemment été discrédités et disqualifiés dans l'organisation de l'Europe. Mais l'Europe, aujourd'hui, justement, son principal élément de souffrance, c'est qu'elle n'a pas une organisation d'État. Et les atouts des grandes régions du monde qui rivalisent avec l'Europe, c'est leur État. L'atout des États-Unis, aujourd'hui, c'est pas seulement son économie, c'est un État organisé. L'atout de la Russie,
peut juger que cet atout est exécrable, mais il marche, il fonctionne, c'est son État, la Chine de même. Et à l'intérieur même de l'Europe, ceux qui restent fidèles à leurs racines étatiques marchent mieux peut-être aussi. Donc ce prisme de l'économie pour classer les nations, il devient presque secondaire par rapport au prisme d'un État qui est capable de diriger et de donner une force à l'expression d'une nation. Enfin, qu'est-ce qui vous fait dire que l'État américain, l'État russe, ça marche mieux que l'Europe? Moi, je ne vois pas tellement c'est pas spectaculaire, ça ne saute pas aux yeux. Dans la compétition internationale, d'abord au niveau des entreprises. Les entreprises européennes circulent dans le monde sans le soutien de leur État. Les entreprises américaines ont des marchés, rentrent dans des pays, passent des contrats et donc captent une richesse considérable grâce à leur État. Si je dois citer un exemple personnel, il m'est arrivé d'avoir des négociations avec des confrères avocats américains, mais quand ils arrivaient dans tel et tel pays, ils avaient des informations de l'ambassade, voire de la CIA, très précieuses pour continuer et conseiller leurs clients. En France, en Europe, les institutions dites étatiques ou administratives n'aident pas le secteur privé. Donc l'État, dans beaucoup de régions du monde, est très complice de l'investissement économique. Oui, mais il y a une asymétrie à comparer une hyperpuissance des États-Unis, dotée de moyens uniques, et des États européens dont la plupart sont minuscules, microscopiques. Mais pourquoi Que peut faire la Belgique pour rivaliser avec les États-Unis en matière de renseignement? Il ne s'agit pas que chaque État européen redevienne un État découpé de l'ensemble européen. J'esquisse dans mon livre une solution pour l'Europe. Je propose qu'il y ait un Conseil européen. Vous le savez, le Conseil européen est la réunion des chefs d'État et de gouvernement des 28 États membres de l'Union européenne. Et je propose dans mon livre, de manière à ce que l'organisation européenne tende à l'organisation d'un État, que ce Conseil européen soit réduit à 6 membres. Il y aurait toujours dans l'Union européenne 28 États membres, mais que ce Conseil européen soit réduit à 6 membres, 6 représentants d'États, alors avec des règles que j'ai précisées dans mon livre, 2 membres permanents en m'inspirant du Conseil de sécurité des Nations Unies, la France et l'Allemagne, et 4 qui qui représenteraient à tour de rôle 4 régions au sein de l'Europe. Pourquoi je fais cette proposition? De manière à tendre à ce que l'Europe ait un exécutif plus resserré, c'est-à-dire des décisions, et je vous l'assure, quand une entreprise investit, elle regarde comment le cadre du pays dans lequel elle investit est géré par un État, avec une visibilité et avec une certaine continuité. Et elle est effrayée quand une nation n'est pas capable d'avoir des engagements durables et d'offrir un cadre efficace pour l'accueil d'un investissement. Encore une fois, je ne souhaite pas qu'il y ait, on a 196 ou 197 États dans le monde aujourd'hui, qu'on revienne au monde qui a précédé la Première Guerre mondiale. Je pense qu'il y a des États très forts aujourd'hui, qui regroupent d'ailleurs ou qui s'associent dans des régions du monde. Ma seule observation est que ces États, je le répète, donnent la cadence, le ton, le mouvement de l'organisation actuelle du monde. Au sein de l'Europe, il faut que les États membres de l'Europe passent à un stade d'organisation qui fasse que de l'extérieur, l'Europe soit reconnue comme un État organisé. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que vous expliquez qu'en effet, les peuples, les nations, on revalorise l'État aujourd'hui. Et en même temps, dans le cadre européen, on le valorise tellement qu'on l'affaiblit. C'est-à-dire, je m'explique, aujourd'hui, l'Écosse, la Catalogne, l'Écosse peut-être d'ici peu, veulent devenir leur propre État. Et d'une certaine façon, est-ce que c'est pas parce qu'on a tellement revalorisé cet État, enfin cette notion d'État, cette notion de nation, que globalement, si on va l'affaiblir. Si on arrive à l'indépendance écossaise, l'État britannique se portera beaucoup moins bien. Le phénomène n'est pas celui-ci. Si aujourd'hui l'Écosse est à 2 doigts d'être indépendante et d'autres régions d'Europe souhaitent l'être, c'est le produit d'investissements des institutions européennes en faveur des régions européennes. Si vous lisez bien la pratique européenne entre les mains de la Commission européenne particulièrement, depuis maintenant 10, 15 et 20 ans,
C'est une pratique qui vise à passer par-dessus les États pour favoriser des régions européennes. Alors, l'Union européenne fait tout pour que le non l'emporte. Elle le fera maintenant. Elle le fera. Pas qu'on puisse dire ça. Elle le fera maintenant parce qu'elle est prise au piège. Mais vous ne pouvez pas nier le fait que beaucoup d'investissements, les fonds FEDER, dans FEDER, il y a R de région. Bien sûr, oui. Pour des régions pauvres, oui. Et certainement, mais comment dirais-je, toutes ces régions ont été souvent des interlocuteurs privilégiés. Et il y a eu une vision de la Commission européenne qui privilégiait plutôt des ententes ou un redécoupage d'États entre de grandes régions plutôt que le maintien des États tels qu'ils étaient en 1957. L'Europe a voulu des régions, elle n'a pas voulu des États comme interlocuteurs, tout de même. Alors maintenant, qu'elle soit surprise de sa construction et qu'elle s'étonne que le Royaume-Uni puisse perdre le membre de l'Écosse, c'est un piège de l'histoire. En même temps, cette dévalorisation éventuelle de l'État dans l'Union européenne, elle date pas de la mondialisation, comme vous l'avez dit. Le marché unique, la concurrence, cette idée qu'il faut ouvrir les frontières, ouvrir les flux de circulation, et comme vous le dites, c'est dès le début de l'Union européenne. Ou alors elle a énormément anticipé la mondialisation, ou c'est que ce phénomène n'est pas lié en réalité vraiment à la mondialisation. L'Europe s'est construite en demandant aux États d'abandonner année après année leur souveraineté. Vous le savez. Non, mais ça se passe pas comme ça. Vous faites de l'Europe une entité qui demande aux États. Non, les États européens. Bien sûr, ils étaient à la commande. Bien sûr. Ont décidé de construire une puissance commune. Sans doute. Donc c'est et d'ailleurs imparfaitement, puisque les États européens ont voulu créer une puissance commune sans se dessaisir réellement de leurs prérogatives. Donc on a cette situation un peu confuse où on ne sait pas très bien pourquoi vous ne militez pas davantage pour une accélération des transferts et la constitution d'une puissance publique européenne capable. Puisque quand vous donnez des modèles, vous ne donnez pas des modèles de petits pays. Vous dites les États-Unis, la Chine, la Russie. Donc est-ce que ça n'est pas, au fond, les États-Unis, on ne va pas rappeler leur histoire, mais enfin, ils auraient pu être plusieurs. Nous sommes d'accord. Ils ne sont pas très loin d'être plusieurs, d'ailleurs, parfois. Donc, vous voyez, bon, on sait bien qu'il y a plusieurs Chines et que c'est bien parce qu'il y a... Aujourd'hui, c'est parlant que les grands États incarnent ce retour des États. Alors, revenons au sujet de l'Europe. L'Europe, aujourd'hui, a 28 États membres et 3 institutions principales. Le Conseil européen, qui est en quelque sorte son exécutif, mais est composé de 28 personnes. La Commission européenne, qui est en quelque sorte son administration, mais qui est composée de 28 personnes, donc pas des titres équivalents à ceux qui composent le Conseil européen, et le Parlement européen. Et vous avez donc une foire plurielle dans ces 3 institutions qui fait que de l'extérieur, l'Europe n'est pas un État. Et si vous m'encouragez à proposer que l'Europe le devienne, pour que l'Europe soit un partenaire respecté et crédible face aux autres grands États du monde qui font aujourd'hui et qui prennent des initiatives, on l'a vu notamment en instaurant des unions commerciales par région du monde, ma proposition, et qu'évidemment on ne touche pas au Parlement européen, qu'on resserre le Conseil européen pour en faire un exécutif. Et ma proposition aussi, dans ce livre, est que la Commission européenne redevienne une administration du Conseil européen, mais non pas un pouvoir propre qui double les États, alors sans doute à cause des insuffisances de ces derniers, mais qui en fait trop seul, parce qu'on a créé, c'est le comble du libéralisme européen, une bureaucratie européenne. Alors, pour l'Europe, je suis favorable à un réglage institutionnel différent qui, je résume mon idée par 2 propositions concrètes, fait du Conseil européen un exécutif resserré et de la Commission européenne une administration subordonnée à cet exécutif. Donc vous voyez, je joue le jeu d'un État européen. Alors je ne le joue pas au sens d'un État fédéral européen, parce que j'ai l'intime conviction, tu rendais hommage tout à l'heure, Dominique, à la partie historique de mon essai, de mon travail, et c'est vrai que ce qui me frappe, c'est que ces États dont on parle, ils correspondent à des types culturels de plus en plus. On a l'impression qu'à travers le retour de l'histoire, il y a aussi, de l'État, il y a aussi un retour de l'histoire des États.
la Russie se réapproprie une continuité historique. Les États-Unis restent fidèles à eux-mêmes. La Chine, plus que jamais, fidèle aussi, alors qu'elle n'est plus communiste, en tout cas autant que sous Mao, etc., etc. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a sans doute beaucoup à faire dans ce sens. Et moi, je crois que l'Europe ne pourra jamais être un État fédéral. On ne pourra pas imaginer une capitale là et puis plus de capitale française, etc. Mais elle peut, avec les deux propositions que je fais, qui ne sont pas exceptionnellement audacieuses ou de rupture, elle peut véritablement avoir une meilleure animation. Regardez, quand quelqu'un au sein de l'Europe décide seul, avec autorité, ça marche. Mario Draghi, quand il prend des décisions, il est conseillé, il est entouré, mais c'est un homme. Il est au plan monétaire ce qu'il nous faudrait trouver au plan politique en Europe. De même qu'Obama, quand il décide conseiller, mais seul. Et cette unicité de pouvoir, qui est la clé de l'animation d'un État, elle manque à l'Europe. Vous êtes favorable au statut de la BCE? Actuellement, oui. Mais je pense que la BCE a besoin de trois politiques qui doivent être assumées au plan européen définitivement. Une politique monétaire, une politique fiscale et une politique économique. Je pense que les adjuvants normaux d'une monnaie doivent se retrouver dans une conduite européenne exclusivement centralisée et par un Conseil européen de 6. Ça va me permettre de revenir en avant-dernière question sur l'économie, parce que vous décrivez la crise qu'on vit actuellement en deux étapes. La première, 2008, la crise des subprimes, la deuxième, 2010, la crise des dettes publiques, en expliquant que c'est la conséquence du néolibéralisme et de la globalisation, derrière comme vous le disiez, ce libéralisme poussé et déconnecté du politique. On peut en faire aussi une lecture absolument inverse. Par exemple, sur la crise de 2008, celle des subprimes, Raghuram Rajan, qui est aujourd'hui le président de la Banque centrale indienne, qui serait classé parmi les néolibéraux parce qu'il est issu de l'école de Chicago. Il a écrit un livre pour expliquer que la crise des subprimes, c'est le fait de l'intervention publique de l'État américain en faveur du crédit, en faveur de la propriété privée. Et à l'inverse, la crise des dettes publiques, qu'est-ce si ce n'est une crise de l'intervention publique et une crise de l'excès d'État? Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette lecture inverse de la vôtre? Et est-ce que ce n'est pas au contraire une crise de l'absence d'État, mais une crise de l'excès d'État qu'on est en train de traverser? Je partage tout à fait cette analyse. Il y avait un article qui est ressorti très très vite en plein moment de la crise de Lehman Brothers. C'était un article qui était paru en 99, qui disait « Fannie Mae aide les prêts hypothécaires sur commande de l'État ». Et cet article était très intéressant parce qu'il montrait que l'administration Clinton avait fait pression auprès de la banque d'assurance américaine pour que les prêts les plus larges soient donnés à toute la population américaine. C'était dans le sens qu'il ne fallait surtout pas faire de discrimination et les banques qui refuseraient de prêter à des ménages insuffisants seraient poursuivies. Donc vous avez parfaitement raison. Mais encore une fois, l'État était là, mais il était pernicieux et mauvais. Est-ce que cette observation du fait qu'il était là en 99 m'interdit de dire qu'il est encore là en 2014? Alors vous querellerez juste le mot de retour, en disant mais il n'est jamais de retour puisqu'il était déjà là. Pas au même niveau. Car quand l'administration Clinton aide ou pousse, avec notamment un grand président de la banque américaine qui a dit d'ailleurs au lendemain de la chute de Lehman Brothers « I was wrong ». Je ne le citerai pas par pitié. Non, je crois que on ne peut pas dire que l'État ait été totalement absent des grandes années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours. Je dis simplement qu'il y a eu un effet de mode très fort dans le virage des années 80-90, avec l'école de Chicago, la volonté américaine de promouvoir une démocratie très libérale économique, et puis l'OMC. Et je dis simplement, j'observe simplement que notre monde s'organise avec des préjugés différents aujourd'hui. Bien, Michel Guénert, merci. Merci. Le retour des États. Alors, c'est un livre assez singulier
dans le climat actuel, puisque la thèse d'une globalisation sans État a beaucoup d'écho. Elle a peut-être pas raison d'ailleurs, mais elle a beaucoup d'écho. Et c'est contre ça, vous, que vous avez écrit cet essai. Et donc on a voulu le signaler. On pense que c'est un livre qu'il faut lire, qu'il faut discuter. Et nous sommes très heureux d'avoir pu le faire avec vous aujourd'hui. Merci Michel Guéner. Merci de vos questions, de votre accueil et de cet échange. Merci. Merci.